Lorsque vous entendez le mot horreur, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Pensez-vous immédiatement au dernier film d'horreur que vous avez vu et qui vraisemblablement vous a marqué? Ou bien envisagez-vous plutôt une anecdote? À force de vous raconter des histoires, Kratos et moi avons lu beaucoup de celles que vous nous avez partagées. C'est pourquoi nous allons présenter ce soir notre vision de l'horreur. À travers les 5 prochaines histoires que nous nous apprêtons à vous raconter, vous découvrirez des extraits de vie qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres et qui pourtant convergent vers une conclusion similaire. Tous ont frôlé de très près ou de loin l'horreur. Alors accrochez-vous et embarquez avec nous dans ces 5 récits qui vous donneront littéralement des frissons. C'est en août 2022, à l'âge de 15 ans, que Anna se retrouve au mariage de sa cousine Klara dans un petit village de Pologne. Et il faut savoir qu'elle est hyper contente d'être là. D'une parce que évidemment elle est en vacances, mais aussi parce qu'elle est dans le pays dont sont originaires ses parents et donc ça lui fait tout simplement hyper plaisir d'être là. Bref, rentrons dans le cœur du sujet. La célébration se déroule dans un petit restaurant privatisé pour l'occasion, non loin de la maison de sa tante. Et pour bien comprendre le lieu, il est doté de 2 entrées. L'une principale au bout du parking en retrait de la route et l'autre donnant directement sur la petite route de campagne. La soirée est très agréable, tout le monde s'amuse et en même temps c'est un jour de fête donc tout à fait normal. Et en fin de soirée, après les jeux de minuit, les adultes poursuivent la fête dans la salle principale, ils boivent un peu d'alcool, encore une fois on le dit avec modération bien sûr, et chantent au karaoké. Et les enfants, quant à eux, une quinzaine de cousins environ, se retrouvent dans la salle de billard. Les plus âgés ont bien entendu la responsabilité de surveiller les plus jeunes, mais l'atmosphère est décontractée, la plupart des adultes étant déjà quelque peu éméchés. Et vers 1 h du matin, le petit frère d'à peine 10 ans, prénommé Ellie, demande à sa grande sœur Anna de le laisser aller caresser un chat qu'il a repéré dehors, tout content. Anna regarde à travers la fenêtre, il a l'air de faire hyper froid et elle a clairement la flemme d'y aller et donc elle lui donne la permission d'y aller, mais tout seul et sans aller trop loin. Le petit Ellie, complètement refait, sort alors par une petite porte secondaire suivie de leur cousin Mathis. Et 2 minutes plus tard, Anna ressent un pressentiment négatif et on est vraiment sûr que vous derrière votre écran c'est pareil. Clairement, elle repense à la demande de son petit frère et elle a une petite boule au ventre qu'elle n'arrive pas vraiment à expliquer. Elle décide donc de regarder par la fenêtre de la salle de billard qui donne sur la terrasse. Et là, elle aperçoit un homme parlant à Ellie et Mathis au bord de la route. La seule lumière provenant de la terrasse ne lui permet pas d'identifier clairement l'inconnu. Et donc au début, elle pense reconnaître un oncle. Anna voit le petit groupe s'éloigner vers les arbres le long du chemin, hors de sa vue. Ça devient mine de rien assez étrange et la panique monte en elle. Et là, sans prendre le temps de prévenir qui que ce soit, elle se précipite à l'extérieur et sur la route, elle découvre la scène alarmante. L'homme est tout simplement à proximité d'une voiture avec son petit frère Ellie et son cousin Mathis. Prise au dépourvu et ne sachant pas si l'homme est armé ou non, elle se tourne vers le restaurant, elle espère vraiment y voir un adulte, mais en vain. Ses cousins sont visibles à une trentaine de mètres, mais vraiment il fait nuit noire, c'est l'obscurité absolue et elle n'est pas certaine de leur identité. Et donc sans réfléchir et livrée à elle-même, elle hurle un mélange de polonais approximatif et de français pour prévenir sa famille mais aussi pour faire comprendre à l'homme qu'elle les voit. L'homme semblant pris au dépourvu et en train de paniquer un petit peu, réfléchit un instant et d'un coup, il saisit Mathis et court pour le mettre dans la voiture. Anna voit toute la scène et est complètement bouche bée, c'est peu de le dire, et elle se met à courir également, pousse son petit frère en arrière pour le mettre à l'abri et tente désespérément de rattraper son cousin, même si au fond d'elle, elle le sent, elle ne peut rien y faire. Mais heureusement, tout ce vacarme attire enfin l'attention de ses cousins adultes qui ne se trouvaient pas si loin que ça. Ils se mettent donc à courir et à hurler en direction de la voiture et de l'homme. En voyant toutes ces personnes, l'homme semblant effrayé, il relâche enfin Mathis et il le jette par terre de manière vraiment violente et il prend enfin la fuite dans sa voiture. Anna se précipite vers Mathis, en larmes et complètement en état de choc, et le prend dans ses bras pour tenter de le rassurer au mieux. Les cousins arrivent finalement à leur hauteur et tous retournent dans le restaurant pour expliquer la situation aux adultes qui appellent tout de suite la police. La confusion s'installe, chacun vérifie que tout le monde est là et que personne d'autre n'est en danger et en même temps on les comprend, c'est clairement un événement traumatisant.
Les cousins remercient tous Anna en pleurant et les parents, bien que grondant les deux jeunes de s'être autant éloignés, finissent par fondre en larmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont vraiment pas passés loin. Malheureusement, la police n'a pas pu retrouver l'homme, faute de caméras de surveillance et d'indices suffisants. Et plus tard, un détail va tout simplement leur glacer le sang lorsque Ellie va expliquer que le chat était dans les bras de l'homme qui le leur avait tendu pour qu'il le caresse et il avait ensuite tout naturellement entraîné Matisse plus loin. Ellie l'avait suivi car il ne parlait pas le polonais, la simple pensée de ce qui aurait pu arriver ce jour-là la hante et elle devient encore plus protectrice envers son petit frère, consciente que le danger peut parfois rôder à quelques pas seulement. Ok, on est parti pour cette deuxième histoire qui est celle de Alan, un jeune homme de 24 ans aujourd'hui qui revient sur une histoire qui s'est déroulée à l'âge de 16-17 ans. À cette époque, il vivait avec sa mère célibataire dans une petite maison isolée à la campagne. Pour y accéder, il devait marcher pendant 1 heure sur une route déserte et alors qu'on peut croire que c'est mal, et bah lui en fait non, il adore ça. Vraiment, il ne croise jamais personne, mais bon, lui ça ne le dérange pas. Il aime bien lorsqu'il est dans son monde et franchement c'est quelque chose qui lui plaît. Et un jour son quotidien change un peu parce que sa mère part en voyage d'affaires pendant 1 mois, ce qui fait qu'il reste tout seul pendant assez longtemps. Mais comme on vous l'a dit juste avant, ça ne lui déplaît pas du tout, au contraire. Et son activité favorite au début en tout cas, c'est de passer son temps devant la télé. Et bon, lui, il se satisfait très bien de tout ça, mais un jour, quelque chose d'étrange se passe. En rentrant chez lui, après avoir vu sa petite amie et écouté de la musique, Alan remarque une voiture garée devant sa maison. C'est quand même quelque chose d'assez intriguant car il n'attend personne, et en plus de ça, la voiture de sa mère est chez sa tante qui l'a empruntée, donc bref, c'est un peu bizarre. Il y pense pendant 2-3 minutes, mais après ça, il n'y prête plus du tout attention et il rentre chez lui. Mais là, dès son entrée dans la maison, il ressent quelque chose d'anormal. Des affaires ont l'air d'avoir disparu, des objets ont été déplacés, son écureuil et son petit chat qui l'attendent normalement tous les jours sont également absents, ce qui n'est vraiment pas habituel. Et le truc c'est que ça va durer un petit peu. Les jours suivent, les objets continuent de disparaître, des mouvements inhabituels se produisent et il a même l'impression qu'il y a de nouveaux vêtements qui font leur apparition, bref ça n'a aucun sens. Alan est stupéfait à chaque fois, il ne sait pas s'il perd la tête ou si quelque chose est réellement en train de se passer sous ses yeux. Le truc c'est que pour une fois dans les threads d'horreur, et pour le coup ce n'est pas du tout habituel, il ne ressent rien de spécial. Pas de mauvais feeling, pas de sensation d'observation, vraiment rien. Juste des faits concrets qui, mine de rien, le font bien flipper à chaque fois qu'il rentre chez lui. Et la petite ellipse dans le temps, 1 ou 2 semaines après, le 1er janvier 2017, le jour de son anniversaire. Alan, maintenant âgé de 17 ans, rentre chez lui et voit quelque chose qui le terrorise complètement. Dans l'entrée, il y a une paire de chaussures d'homme qu'il ne reconnaît absolument pas. Cette fois, il n'y a plus aucun doute, il y a forcément quelqu'un chez lui. Alan ne pense plus qu'à une chose, sortir de cette maison infernale. Doucement, il se met donc à reculer et c'est là qu'il entend des bruits de pas venant de sa maison. Sans perdre de temps, il court aussi vite que possible, sort de chez lui et ne s'arrête pas jusqu'à avoir atteint finalement la ville où il explique tout à la police. Une enquête est ouverte et les révélations qui vont en ressortir vont lui glacer le sang. L'homme qui se trouvait chez lui a été retrouvé. Et il s'agit ni plus ni moins, attention, accrochez-vous, de son père. Celui-ci a en fait été libéré de prison très récemment, donc c'est une affaire de famille très sale. Et même si Alan savait que son père était en prison pour une raison qu'il ne souhaite pas nous divulguer ce soir, il n'aurait jamais imaginé que ce soit lui qui le harcelait depuis des semaines. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'après avoir été arrêté, son père a avoué l'avoir stalké pendant très longtemps et a également avoué qu'il avait planifié de faire du mal à son fils. Depuis cette nuit, la peur hante Alan lorsqu'il est seul. Il se demande souvent ce qui se serait passé s'il était sorti de chez lui un petit peu plus tard. Par exemple, l'ombre de cette expérience traumatisante continue de le hanter, laissant des séquelles profondes qui perdurent dans sa vie quotidienne. Cette troisième histoire se passe en 2006 alors que Judith, une petite fille de 8 ans, vit une aventure inoubliable. Et cette fameuse aventure, c'est en fait tout simplement une colonie de vacances en Vendée. Il faut savoir une chose, Judith a énormément d'énergie. Elle n'est non plus absolument pas timide et tout ça réuni fait que ça lui permet de se faire rapidement des amis. Et là-bas, c'est l'aubaine, elle participe notamment à toutes sortes d'activités variées, des pique-niques aux soirées dansantes, en passant par la planche à voile et le pédalo, bref, vous l'aurez compris, elle s'éclate et tant mieux. Cependant, c'est au final un jeu de piste en forêt
qui va marquer ses souvenirs estivaux. Le groupe composé d'une vingtaine d'enfants encadrés par des animateurs se lance dans le dernier jeu de piste. Le décor est vraiment idyllique et les enchante. Il s'agit d'une forêt mystérieuse où des indices sont cachés sur des arbres suivant un code couleur et ne faites pas genre derrière votre écran, vous avez grave envie d'y participer. Un ruban délimite un périmètre de sécurité mais l'excitation des jeunes aventuriers les pousse évidemment à s'aventurer au-delà des limites établies comme font un peu tous les jeunes d'ailleurs. Et parmi eux, la petite Judith bien entendu et deux de ses amis se décident à s'aventurer sur un petit chemin de terre en dehors du périmètre. Bon, ceci dit, et peut-être que vous le sentez venir, c'est pas forcément une idée brillante. Et c'est le cas de le dire, parce qu'à peine 2 minutes après leur éloignement du groupe, des bruits de pas se font entendre. C'est bizarre, elles ont pourtant l'impression d'être seules, mais les bruits recommencent et cette fois, ça semble venir d'un genre de buisson. D'abord, elles pensent tout naturellement à un animal, quoi de plus naturel, on est dans la forêt, mais d'un coup et sans crier gare, un homme apparaît juste derrière le buisson. Les filles se figent complètement sur place. On pourrait décrire l'homme comme étant un peu petit et trapu, il porte des grosses lunettes grossissantes, un ensemble de pêcheurs, un bob sur la tête et d'imposantes bottes. Mais petit détail que Judith remarque tout de suite, il dissimule sa main gauche sous son aisselle. Les enfants, complètement intrigués mais en même temps très inquiètes, ne savent pas vraiment à quoi s'attendre et ne savent pas comment réagir. Et après quelques minutes de long silence où l'homme les regarde l'une après l'autre, d'un grand geste surprenant, il lève sa main gauche et la brandit fièrement. Les 3 filles sursautent toutes en même temps, tout ça pour finalement se rendre compte qu'il n'a absolument rien dans la main. Et c'est même plutôt du contraire, il lui manque quelque chose dans la main parce que la particularité, c'est qu'il a 2 doigts en moins. Judith est complètement flippée, l'homme lui glace littéralement le sang et clairement il est là pour les effrayer au mieux. Et après quelques secondes, le bras toujours en l'air, l'homme sort ses premiers mots. Vous avez vu ? J'ai plus de doigts. Et alors qu'il s'approche lentement, la peur s'empare des petites aventurières qui, tétanisées, se contentent de se saisir mutuellement la main pour se rassurer. L'homme qui continue à avancer tout en les regardant avec un sourire macabre leur dit ensuite « Est-ce que vous voulez jouer à un jeu avec moi ?» Les amies se regardent entre elles, encore paralysées, jusqu'au moment où elles entendent un coup de sifflet. Elles le reconnaissent, c'est le sifflet des animateurs qui annonce la fin du jeu. Et pour elles, c'est le signal. Elles se mettent tout en même temps à s'engager dans une course effrénée vers la zone centrale, espérant échapper à cet individu complètement chelou. Mais l'homme n'a pas dit son dernier mot, il tente de toucher les enfants, mais celles-ci, avec une rapidité surprenante, franchissent le ruban de sécurité. Un moniteur les retrouve enfin et en entendant leur récit paniqué, il comprend la gravité de la situation. La police est directement alertée, il est hors de question d'avoir un scandale et cette dernière arrive sur les lieux pour fouiller la zone, mais évidemment, et encore une fois, l'homme a complètement disparu. Mais pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pire, elle prend une tournure encore plus sombre lorsque plus tard dans la semaine, les enfants entendent une conversation entre 2 monitrices. Ces dernières parlent de l'homme comme d'un criminel notoire de la région. Apparemment, et c'est vraiment très glauque, il serait recherché pour avoir effectué plusieurs agressions sexuelles sur mineurs. On est d'accord, c'est absolument scandaleux et dégueulasse, il n'y a pas de mots, et Judith est littéralement traumatisée en entendant cela. Et d'ailleurs, la petite fille de 8 ans, devenue aujourd'hui adulte, n'oubliera jamais cette journée terrifiante de 2006, puisqu'à l'heure actuelle, ça reste pour elle l'aventure la plus perturbante qu'elle n'ait jamais vécue. On vous prévient, cette 4e histoire est vraiment très différente de celle qu'on raconte d'habitude. En fait, on n'a vraiment pas d'explication claire et nette sur ce qu'il s'est passé à la fin, donc n'hésitez pas en commentaire à mettre toutes vos théories, on sera hyper intéressé de les lire. Et justement, cette 4e histoire, c'est celle de Emma et elle se déroule l'année de ses 15 ans. Après une journée de job étudiant chez McDonald's, elle s'installe dans son bureau pour étudier toute la soirée. De manière complètement classique, son iPhone est connecté à son MacBook. Et une fois ses devoirs terminés, Emma décide de se récompenser en regardant des vidéos YouTube sur son Mac. Et alors qu'elle s'apprête à vérifier ses messages sur son iPhone, elle est soudain figée en plein mouvement. L'iPhone est déjà verrouillé, ce qui la surprend car elle ne l'avait pas touché depuis des heures. Un petit peu inquiète mais à ce moment-là surtout intriguée, elle tente de verrouiller le téléphone mais il se déverrouille mystérieusement devant ses yeux, presque comme si un homme invisible avait entré son code. Tétanisée, elle assiste à l'ouverture de l'application appareil photo qui commence à filmer son plafond vu que son téléphone est posé sur la table.
Incapable de réagir, elle fixe l'écran, ne comprenant vraiment pas du tout la situation. Et après quelques secondes, finalement, son téléphone s'éteint de lui-même. Emma est un petit peu soulagée, mais bon, elle se dit que c'est certainement un bug, peut-être qu'il est temps de changer de téléphone après tout. Bref, elle se retourne donc vers son Mac, mais une nouvelle frayeur l'envahit. L'application FaceTime est ouverte sur son ordinateur. Elle réalise donc qu'elle est en fait en appel vidéo avec un inconnu. Le son est coupé et la caméra de la personne n'est pas activée, mais Emma sait qu'elle est visible car elle se voit elle-même. Elle tente quand même un petit « allô », mais personne ne répond. Cette fois, réellement paniquée, Emma se précipite de raccrocher, puis elle referme silencieusement son Mac et se réfugie dans sa chambre où elle passe la nuit en larmes, terrorisée. Le lendemain, elle décide de ne pas reprendre son téléphone, mais de repasser sur son ancien iPhone 5, pensant échapper à l'intrusion. Mais malheureusement, et c'est presque le plus dur à comprendre dans cette histoire, ça recommence. Son ancien téléphone se déverrouille de lui-même, quelqu'un semble vraiment le contrôler à distance en fait. Il se met à filmer tout seul, bref, elle ne comprend juste pas. Jusque là, Emma est vraiment troublée, mais elle se dit que ça peut encore être un bug. Et alors qu'elle pense passer à autre chose, c'est à ce moment-là qu'elle réalise que quelqu'un, un hacker, a eu accès à son compte iCloud. En regardant sur son compte, elle remarque qu'un ordinateur étrange figure dans la liste de ses appareils. Prise de panique, elle supprime l'intrus de la liste et change immédiatement son mot de passe. Après toute cette histoire, Emma ne sait toujours pas réellement ce qui s'est passé, mais elle est presque sûre que quelqu'un l'a hacké pendant tout ce temps. Et ce qui l'intrigue le plus, c'est l'incertitude sur la période pendant laquelle elle a été filmée à son insu. Elle repense notamment à plusieurs moments où elle s'est par exemple changée devant son téléphone ou son ordi sans même penser au possible regard indiscret d'un potentiel hacker qui l'observait depuis longtemps. Après coup, elle se rend aussi compte que plusieurs fois elle avait eu des avertissements de l'application Sommeil sur son iPhone, signalant des périodes d'utilisation nocturne de son téléphone alors qu'elle ne l'avait vraiment pas utilisé. Emma avait simplement attribué ces signalements à un bug, ignorant la réalité des nuits où elle était en fait potentiellement surveillée. Bon, vous êtes prêts? Pour cette dernière histoire, nous allons voyager un petit peu et aller du côté de nos amis canadiens qui d'ailleurs suivent bien la chaîne, donc merci, on vous kiffe. Et on se retrouve en particulier au Québec. Et cette histoire, c'est celle de Elena, une jeune Québécoise née et ayant grandi au Québec. En 2015, à l'âge d'environ 10 ans, elle vit avec son père dans une vaste propriété, un terrain où la neige peut atteindre quand même 2 mètres de haut. Et cette année-là, elle et son père ont construit un espèce de fort de neige, un espèce de grand igloo extraordinaire, et c'est en fait une tradition annuelle qui avait pris une ampleur exceptionnelle. Clairement, ils mettent les moyens, le fort est gigantesque avec des tunnels menant à des pièces secrètes. Moi, en racontant ça, ça me fait grave envie. Et en plus, tout ça, c'est éclairé par des petites lanternes qui servent pour les jeux tardifs qu'ils font très régulièrement avec les voisins. Vous l'aurez compris, l'ambiance est folle et Elena, comme toujours à cette période de l'année, est aux anges. Mais un soir, alors qu'elle jouait avec son amie Lucie, un rire grave résonne depuis l'un des tunnels menant aux pièces secrètes. Lucie, qui est plus jeune et un peu moins inquiète, pense qu'il pourrait s'agir d'un ami cherchant à se joindre à eux, mais l'intuition d'Elena lui souffle que le rire provient d'un adulte et plus précisément d'un homme. Inquiète, elle demande à Lucie de rester immobile et court chercher son père. Elle court le plus vite possible parce que plus elle est dans sa course, plus elle le sent mal et 1 minute plus tard au plus, elle informe son père de la situation. Et sa réaction est carrément étrange. Et en fait, elle est même un petit peu extrême parce qu'il saisit directement une batte de baseball et se précipite vers la porte d'entrée du fort. Et à leur sortie, alors qu'Elena est toute seule avec son père, ils aperçoivent un homme s'enfuir dans l'obscurité, mais qui est complètement impossible à identifier. Mais le plus grave et le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que Lucie, qui était là il y a 1 minute à peine et qui était restée seule, a complètement disparu. Mort d'inquiétude, Elena et son père se mettent à fouiller le fort de fond en comble. Et après quelques instants de panique, ils finissent enfin avec un grand soulagement par la retrouver sous la neige, complètement ensevelie après l'effondrement d'un tunnel. Et heureusement, Lucie n'a pas manqué d'air pendant cette courte période parce que clairement ça aurait pu être très grave. Le père d'Elena lui ordonne tout de suite de rentrer et depuis, la tradition du fort s'est totalement arrêtée. Cette expérience leur a clairement laissé une marque indélébile, d'autant plus que Elena apprendra juste après l'incident, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, que son amie Lucie a déménagé. Depuis, Elena est complètement troublée, elle se pose des milliards de questions et c'est normal.
comment est-ce que les forts s'étaient effondrés alors que clairement ils étaient sûrs de sa solidité. En effet, Elena nous précise quand même que son père a l'habitude et qu'une épaisse couche de glace devait protéger les tunnels en cas d'effondrement. Mais aussi qui était cette fameuse personne qui s'était enfuie du fort et que les deux filles avaient entendu rire. La plupart du temps, c'est comme ça que se terminent nos histoires, pleines de questions. Mais ce soir, vous allez voir que c'est un peu différent. Parce que Elena, un peu plus âgée, avait décidé de questionner son père qui avait donné beaucoup de réponses. En fait, l'homme qu'ils avaient vu était en réalité le grand frère de Lucie, un prédateur sexuel qui était complètement renié par ses parents. Et ce soir-là, une fois seul, il a appelé sa sœur Lucie, l'a attirée dans le tunnel, mais lorsque celle-ci a reconnu son frère, elle a paniqué et tenté de s'enfuir. C'est là qu'il s'est mis à la poursuivre et dans la course a dû provoquer l'effondrement du tunnel qui a emprisonné sa sœur. Heureusement, c'est également ce moment-là que le père d'Elena est arrivé pour éviter le pire. Après avoir entendu les bruits de pas, le frère complètement taré a réussi à se libérer du tunnel de glace et est finalement parti en courant. Et tous les détails les plus glauques et les plus macabres sur son frère ont été donnés par les parents de Lucie. Ils ont dû révéler tout cela au père d'Elena qui, on peut le comprendre, se posait également énormément de questions sur ce qui s'était passé ce soir-là. Et malheureusement, nous, on ne sait pas vraiment grand-chose d'autre sur le contexte de cette histoire. Et comme elle avait déménagé, Elena n'a jamais eu l'opportunité d'en parler à son amie Lucie de toute cette histoire. Ils ne savent donc pas si elle et sa famille avaient retrouvé cet homme, est-ce qu'ils ont porté plainte contre lui, qu'est-ce qu'il est devenu. Elle se demande également ce qui a bien pu se passer dans leur vie pour que Lucie ait autant peur de lui et qu'il soit qualifié de prédateur sexuel par ses propres parents. C'est quand même vachement triste. Des questions qui, pour le coup, et on en est désolé, n'auront certainement jamais de réponse. Eh ben, très honnêtement, après ces 5 histoires quand même assez poignantes, on est bien content de vous retrouver au chaud en conclusion. Comme ça, chill, c'est bon, vous pouvez respirer, réouvrir les rideaux, réouvrir la fenêtre, je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça, et rallumer la lumière. Vous êtes de retour en safe zone. En plus, il y a quand même un petit peu tout dans ces 5 histoires. Il y en a qui sont vraiment particulières. Il y a des tentatives de kidnapping, il y a du hacking. D'ailleurs, c'est pas souvent qu'on a ça, hein, et surtout que là, c'est vraiment original, très étrange. Il n'y a vraiment aucune explication logique. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très connu d'ailleurs, de se faire hacker, surtout sur Apple. C'est quand même un peu bizarre. N'hésitez pas à nous dire en Team commentaire. Android, moi perso, n'écoutez pas sa propagande. Pour l'instant, Team Apple. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est assez impactant. Surtout que ce genre d'histoire, c'est quand même assez connu, mais on a vraiment l'impression qu'on n'en entend pas vraiment. En tout cas, nous, dans le monde de thread d'horreur, on a raconté très peu de ce genre, de cet acabit-là en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos théories et ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment super important. Et aussi à nous rejoindre sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos. On sait qu'il y a quand même pas mal de problèmes de notification en ce moment. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ouais. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous le dire parce que franchement, on pourra essayer de faire remonter le message à YouTube parce que on n'est pas content. Monsieur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre également sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, donc notamment Instagram, TikTok en particulier et Discord aussi. Là, on est quand même assez actifs. On met pas mal de stories où on raconte nos lives, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nos lives, n'hésitez pas à nous suivre. On vous met également notre compte Spotify pour ceux qui veulent nous écouter sur une autre plateforme. Bien sûr, les épisodes sortent en exclusivité sur YouTube, donc ça vient un peu plus tard. Il n'y a pas tout qui sort sur Spotify, mais ça peut être un format assez cool, donc voilà, n'hésitez pas. Surtout si vous êtes en voiture, dans les transports et que vous voulez pas nous voir, et ben c'est parfait pour nous écouter. On vous rappelle également qu'en ce moment, on sort des trucs un petit peu différents, notamment les vidéos Ring. Donc franchement, si vous aimez bien tout ce qui est caméra de surveillance, et vraiment, on insiste là-dessus, c'est des vidéos qui sont vraiment spéciales en fait. C'est vraiment super différent des threads. C'est des threads d'horreur un peu illustrés au final. On voit vraiment ce qui se passe. N'hésitez pas à aller les voir et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Carrément. 2024, encore une fois, on est là pour tout déchirer, pour tout défoncer. On a l'esprit qui grouille d'idées, donc on espère que vous en serez. Vraiment, on a pas mal de choses de prévues, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça fait vraiment toujours super plaisir. C'était Joe et Kratos, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao Huguette. Et c'est une fin de tournage. Ciao Huguette. Ok, première histoire qui concerne un mariage kidnapping, on est parti. Quand même énormément de questions, donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Allez, c'est clair, je l'ai compris là. La merde.
Je vous ai dit, est-ce qu'il veut rigoler, est-ce qu'il veut pas? Ah, c'était bon.